Bonjour à tous. Donc, mon intervention ce matin sera structurée en deux temps. J'aborderai d'abord les enseignements tirés de la crise sanitaire dans les directions achats. Et ensuite, on abordera le regard que porte la direction achat, les directeurs achats, face à trois mutations importantes, l'essor des marketplaces, le big data et enfin l'intelligence artificielle et la RPA. Alors, je précise que je passerai assez rapidement sur certains contenus qui seront d'ailleurs disponibles dans quelques jours en mode replay et vous aurez l'occasion et la possibilité d'approfondir certains des contenus. Alors, tout d'abord, en quoi cette crise pour laquelle les acheteurs ont été en première ligne a modifié certaines pratiques, certaines orientations au sein des directions achats? Ce qu'on peut tout d'abord dire, c'est que le sujet du risque fournisseur, en tout cas l'appréciation du risque fournisseur, a vraiment changé. Bon, c'est assez logique hein, quand on sait qu'à peu près 2/3 des chaînes d'approvisionnement ont été impactées. En fait, sur le simple, par exemple, sujet des ruptures d'approvisionnement, il est clair que le sujet des ruptures d'approvisionnement n'est plus, et la mesure des risques n'est plus l'apanage des directions achats les plus matures, ou en tout cas celles qui avaient l'habitude de fonctionner avec des tissus fournisseurs assez fragilisés. Et il y a une prise de conscience de la nécessité de mettre en place des vrais plans de continuité d'activité, hein, qui ne sont plus des exercices scolaires, mais des réels cas pratiques. Et une prise de conscience sur la nécessité de mieux connaître les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de sous-traitance, d'avoir de véritables outils tour de contrôle, des outils digitaux qui permettent de piloter les risques géographiques, les risques en termes de traçabilité, les risques en termes, encore une fois, d'approvisionnement. Tout ça va sans doute pousser vers des stratégies achats qu'on appelle dans notre jargon des stratégies multisources, des stratégies où en tout cas le paramètre sécurité de l'approvisionnement va sans doute repasser au premier plan. Je complète mon propos avec une étude qui a été menée par l'ADRA, l'Association des directeurs et des responsables achats, en liaison avec la médiation interentreprise et le cabinet Buy Your Way, en juin 2020. Qui, sans surprise, montre qu'à l'issue de cette crise, 88% des responsables achats considèrent que l'une des compétences fortes à renforcer chez les acheteurs, c'est justement la gestion du risque. Deuxième enseignement, c'est finalement une sorte de revalorisation de l'expertise approvisionnement, ou en tout cas le fait que le volet appro-logistique ne peut plus être ignoré par les acheteurs. En fait, la crise les a fortement poussés à sortir d'une certaine zone de confort amont, c'est-à-dire leur rôle de préparation du besoin, passation et contractualisation, puisqu'ils ont été intégrés dans des task force, des cellules d'approvisionnement du risque, où ils ont collaboré avec d'autres fonctions, et où très clairement, on leur a demandé d'être beaucoup plus créatifs, et notamment sur les solutions logistiques qu'ils apportaient, en termes de solutions de transport, mais aussi en termes de solutions de stockage. Et d'ailleurs, cette crise a, chez certains acheteurs, renforcé la nécessité d'intensifier le dialogue et la collaboration avec l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, y compris les fournisseurs. Et c'est ce que montre également l'étude que je mentionnais tout à l'heure. Troisième enseignement, c'est pas vraiment une surprise, hein, mais il y a un consensus pour dire que les outils de dématérialisation seront dorénavant encore plus présents et importants dans le quotidien de l'acheteur. Nous-mêmes, on voit chez nos clients que finalement, les organisations qui ont vécu de manière assez sereine cette crise sont celles qui disposaient, par exemple, de modules de gestion de fournisseurs, où il était facile d'aller chercher l'information, où l'information était fiable et non pas contradictoire entre services, notamment pour gérer des plans de migration vers d'autres fournisseurs. Enfin, sans nul doute, hein, la crise ayant fortement dégradé les rentabilités d'exploitation à des degrés divers, on va demander aux directions achats de fonctionner à iso-ressources, en tout cas de faire mieux à iso-ressources. Donc, il y a vraiment une recherche accrue d'efficience qui est recherchée. Pour boucler,
Sur ce sujet, l'étude de l'ADRA finit sur une note positive en disant que finalement, la direction achat sort sans doute renforcée de cette crise, notamment parce qu'elle a su renforcer ses relations avec certaines directions jugées stratégiques, comme la direction financière, mais aussi la R&D, notamment pour trouver des solutions alternatives. Alors, au final, une question subsidiaire, c'est est-ce que cette crise freine-t-elle ou accélère-t-elle les investissements digitaux des directions achats? Ce qu'on peut dire, c'est que la bonne traction du marché et notamment des éditeurs buy-side est toujours là. Il y a beaucoup de demandes et on voit même des secteurs qui augmentent leur sollicitation, notamment le secteur public, le secteur de la construction. Mais au final, il y a quand même beaucoup de décalage de projets parce que ça reste des projets de mise en place assez chronophages pour les directions achats qui sont encore concentrés sur les conséquences de la crise. Et puis, on va dire que ce bel optimisme se heurte quand même à l'exercice de construction budgétaire. Il y a quand même une difficulté à boucler les budgets. Un rapide propos de transition pour dire que pour autant, la direction achat est l'une des directions achats qui pourrait le plus profiter de la digitalisation, enfin, qui en profite déjà, parce qu'en fait, une bonne partie de son temps est encore consacrée sur des phases où finalement sa production de valeur est limitée. Et l'intérêt de la digitalisation, c'est justement d'éradiquer des tâches répétitives et de gagner du temps sur les phases intermédiaires et de mieux outiller les phases amont de définition de stratégie achat et de suivi d'exécution et de pilotage des contrats et des accords cadres. Alors, deuxième sujet, le regard que portent les directions achats et la façon dont elles s'emparent finalement de certaines mutations technologiques. Un premier sujet qui est comment les directions achats considèrent le modèle des marketplaces, ou en tout cas comment elles le comparent à un modèle plus classique, on va dire, de e-procurement buy-side, avec des catalogues hébergés en propre et évidemment des catalogues qui incluent du punch-out vers des sites distributeurs. Sur ce sujet, classiquement, une direction achat va réaliser une analyse multicritère. D'abord, premier critère sur l'offre. Il est certain que pour les directions achats et pour les achats indirects récurrents, le modèle buy-side est plus confortable, plus probant, dans la mesure où il va permettre de véritablement travailler sur les gammes, les produits que l'on met à disposition des utilisateurs, là où l'offre marketplace peut présenter pour un même besoin des redondances dans l'offre. Pour autant, sur les achats indirects non récurrents, le modèle de la marketplace est assez séduisant, notamment pour aider à rationaliser vraiment les tout petits achats sporadiques non récurrents, pour lesquels les directions achats avaient d'ailleurs tenté et tentent toujours des initiatives de rationalisation en les confiant à des prestataires d'externalisation qui deviennent des interlocuteurs uniques pour traiter des petites prestations, des petits achats, notamment liés à l'entretien des bâtiments. Sur le deuxième critère, qui est la recherche et le niveau d'information, il est clair qu'en B2B, la capacité à avoir un contenu informatif de qualité, exhaustif et surtout normé, c'est-à-dire non disparate, est assez essentielle. C'est un gage d'efficience, mais c'est aussi un gage de bon choix fait par les utilisateurs. Et là-dessus, le modèle buy-side est sans doute plus probant pour la majorité des directions achats. Il n'empêche que, encore une fois, pour notamment le non récurrent, l'intérêt des marketplaces réside sans doute aussi dans l'accès à des panels de notation. Encore faut-il que ce système de notation soit sincère. Sur le sujet de l'efficience, ou en tout cas le critère de l'efficience, c'est peut-être sur ce domaine qu'il est le plus difficile d'arriver à cerner tous les enjeux. Parce que autant les arguments avancés par les marketplaces sont intéressants, notamment le gain de temps lié à la réduction du nombre de fournisseurs et l'argument d'intermédiaire unique peut être séduisant, autant l'argument est assez vite contrebalancé par les limites actuelles des places de marché, notamment sur le fait qu'elles ne peuvent pas vraiment regrouper les commandes, ce qui génère des réceptions coûteuses, sur la plupart du temps l'absence de capacité à fournir une facturation unique, et en fait, plus globalement, l'incapacité à traiter différents flux et modes de paiement.
Là où évidemment les modèles buy-side sont complètement intégrés au back-end comptable et permettent une dématérialisation complète du flux de facturation et de paiement. Bon, assez rapidement sur les autres critères, vous pourrez approfondir. On a un modèle buy-side qui est quand même jugé généralement plus simple pour piloter les accords cadres sur le récurrent, les achats indirects récurrents. Mais il y a un certain intérêt à utiliser des modèles marketplace finalement pour traiter du non récurrent. Il est toujours préférable de voir transiter des achats sur une plateforme plutôt que ceci passe par des notes de frais. Sur le sujet du service apporté par construction, un modèle marketplace n'est pas capable d'apporter un service sur mesure avec des experts des gammes achetées, ce que propose par construction un modèle buy-side. Enfin, sur le niveau de prix et sur le TCO, on invite fortement nos clients à considérer le coût total, c'est-à-dire le TCO de l'ensemble de ces opérations. Alors, si on prend un petit peu de hauteur par rapport au sujet, il y a un vrai intérêt des directions achats pour les modèles de marketplace. On observe d'ailleurs une forme d'hybridation des modèles. On voit des éditeurs de logiciels achats proposer de plus en plus un accès en punch-out ou un accès cross-catalogue vers des places de marché. On voit aussi les directions achats qui mettent une forte pression sur leurs éditeurs pour imiter l'expérience achat des grandes plateformes B2B, notamment avec des accès mobiles dernier cri. Il y a un intérêt pour certains modèles de places de marché qui permettent, comme je le disais, de rationaliser certaines familles et qui permettent aux acheteurs finalement de dégager du temps pour aller l'investir sur des familles plus stratégiques. Et puis, il y a un regard sur Amazon avec peut-être la crainte d'une nouvelle donne, d'un chamboule-tout. Il est vrai que Amazon ne cache pas ses intentions sur le B2B et a une force de frappe considérable et pourrait potentiellement faire les efforts pour devenir une alternative crédible et viable sur les achats récurrents. Mais tout ça est quand même traité d'un certain scepticisme, parce que ça fait quand même 20 ans que les places de marché ont vu le jour. Il y a quand même un certain nombre de modèles qui ont plutôt fait chou blanc, à défaut d'avoir fait fleuresse, et les difficultés sont relativement bien identifiées. Deuxième mutation technologique qui regarde de près les directions achats, le big data. Alors, j'ai résumé ce qu'est le big data ici. J'ai choisi de zoomer sur des applications concrètes parce que réellement, le big data est aujourd'hui une réalité dans les directions achats avec quelques acteurs, dont CKS qui, à travers son lab, a développé des applications dédiées à la data science achat. Je vais prendre quelques exemples. Le premier étant dans le domaine des achats publics. Nous avons développé une plateforme qui permet aux acheteurs d'avoir accès en temps direct à l'ensemble des avis d'attribution, ce qui permet de voir pour un segment donné, un produit donné, l'ensemble des attributaires et le montant des contrats attribués. Donc, c'est une sorte de sourcing automatisé. Deuxième exemple, nous avons un module de charge prévisionnelle qui vient manipuler tout un ensemble de données internes et de données externes et qui vient calculer la charge de travail prévisionnelle des acheteurs. On a même un client qui gère la charge prévisionnelle liée à 10 000 procédures annuelles. Et là, on est vraiment dans le big data, parce que ce sont des modèles qui sont excessivement gourmands en données, et chaque simulation de charge génère plusieurs millions de lignes de calcul. J'ai cité ici un autre exemple d'utilisation du big data et de l'open data pour prévoir les ruptures d'approvisionnement de médicaments. Vous pourrez approfondir en replay. Dernière technologie, la RPA et l'IA. Je fais référence ici à un livre blanc que nous avons publié en 2019 qui montrait que les directeurs achats ils voyaient surtout une opportunité d'automatiser certaines tâches répétitives. Et c'est effectivement le cas, puisque de toute façon, l'IA est déjà embarquée dans les modules d'e-procurement buy-side. Finalement, les technologies de reconnaissance de caractère dites OCR, les technologies de LAD, de reconnaissance de documents, sont un sous-ensemble de l'IA et sont intégrées dans les rapprochements commande-facture. De la même façon, on a chez nos clients plusieurs projets de robotisation du circuit d'approvisionnement, c'est-à-dire des robots qui viennent imiter tout simplement le fonctionnement, l'utilisation d'un logiciel par un utilisateur humain et qui viennent placer des commandes en lieu et place de personnes.
ce qu'on appelle de la RPA. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est bien une réalité sur l'aspect automatisation des tâches. En revanche, les directeurs achats voient encore peu le potentiel lié à l'utilisation de l'IA pour faire des prévisions de consommation, de schémas de consommation, voire même pour arbitrer à terme des scénarios compliqués. Vous pourrez approfondir dans le livre blanc. Chez CKS, nous avions identifié justement 3 phases d'adoption et de diffusion de l'intelligence artificielle dans la fonction achat. Je vous remercie de votre attention et je suis donc disponible pour répondre à vos questions. Bonjour François Collineau. Bonjour Néla, bonjour à tous. On vous retrouve en direct donc avec une question. Vous avez évoqué un module qui permet d'accéder aux attributaires, montants contractualisés des procédures de marché public. Est-ce que ce module est accessible à des commerciaux? Alors, nos applications, on les vend d'abord aux directions achats, c'est notre cœur de cible historique. Mais il s'avère qu'à la faveur de démonstrations, c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes de fournisseurs. Et on est en train de réfléchir à un modèle où ce sera accessible à des fournisseurs. Et ça s'inscrit dans une démarche peut-être un peu plus globale, en fait, d'assister notamment des PME innovantes pour accéder à des marchés publics. Donc, une offre un peu plus globale qui inclut du service et une plateforme pour les aider notamment à se positionner sur ce qu'on appelle les procédures marché d'innovation et dialogue compétitif. Merci beaucoup François Collineau de nous avoir rejoints en direct.